Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo. Alors en fin de compte, c'est la deuxième que je vais faire parce que dans la foulée, j'ai mon collègue Michael D. Gundil avec qui je fais des livres, des livres dans le monde entier, des livres sur la musculation, sur les pathologies, sur aussi l'évolution par rapport au sport. On fait des livres qui sont vendus aux États-Unis, qui sont vendus en Chine, qui sont vendus partout. Donc j'en profite parce que nous, on discute comme ça le soir très souvent. Là, il est 3h34 du matin. On discute pendant des heures pour parler justement de nos prochains articles, de nos prochains livres, et puis en général, on a des discussions très intelligentes, très intéressantes. Et là, on voulait vous faire part d'une discussion qu'on avait eue à peu près 3 semaines, c'est ça? Oh bah, plus que ça, j'ai la date exacte, le 28 janvier 2015. Alors, J'étais horrifié par ce que je venais de lire. voilà, et Michael Degundil qui a une peur maladive du vieillissement et de la mort, ce qui est normal un peu. Pas de la mort, mais du Du vieillissement. vieillissement, on va dire. Donc, ce qui est normal aussi d'avoir peur de ça, car il faut rester en vie, rester en vie malgré tout jusqu'au bout, droit dans ses bottes. Ça, Mais en fait, c'est pas une peur, c'est que, pareil, faut toujours donner son opinion sur les choses. Le vieillissement, êtes-vous pour, êtes-vous contre? Je suis contre. Voilà, alors moi je dis personnellement, je suis contre. Malheureusement pour l'humanité, c'est quelque chose de positif. La mort et le vieillissement sont quelque chose d'essentiel à la survie de l'humanité, à la survie des individus. Donc on va parler un peu de ça parce qu'il m'avait fait part d'une réflexion d'un astrophysicien qui a un blog. Ouais. Donc il avait été choqué parce qu'on dit tout le temps que si on peut bien manger, si on fait très attention à sa nourriture, si on fait très attention à son hygiène de vie, à son sommeil, à éviter le stress, à éviter les agents toxiques, à prendre les bonnes vitamines, et bien à ce moment-là, on pourra presque vivre éternellement parce qu'on on évitera tous les effets traumatiques sur le corps. Et là, Non, mais c'est pas éternellement, mais disons qu'on pourra optimiser son espérance de vie et vivre le plus longtemps possible en bonne forme. En bonne forme. Alors que Michael Degundil lisait ce blog, et il était horrifié parce qu'il s'aperçoit dans ce blog, cet astrophysicien qui est passionné aussi Vieillissement. du vieillissement, c'est une passion pour lui, disait que le vieillissement était quelque chose d'auto-programmé, et qu'on était fait pour se dégrader et mourir. C'est ça? Oui, enfin, il prenait le contre-pied de ce qu'il appelle la médecine naturelle. Voilà. Parce que alors la théorie qui est très répandue actuellement, c'est que quand plus on vieillit, plus le corps a du mal à se réparer, à se régénérer, et c'est pour ça qu'il y a des cancers. Et alors sa théorie, c'est de dire non, pas du tout. Notre corps, si on va mourir d'un cancer, c'est pas parce qu'il a du mal à se régénérer, etc. C'est parce que notre corps est programmé pour nous tuer. Voilà. Donc il n'est pas programmé pour faire tout ce qu'il peut pour nous maintenir en vie. C'est un peu l'obsolescence programmée qu'on voit dans les appareils. Voilà, on dirait que c'est après avoir transmis ses gènes et éduqué ses petits, on est fait pour progressivement disparaître. C'est ça. Oui, non, mais c'est nous-mêmes notre corps va nous tuer. Voilà, notre corps est fait pour s'autodétruire, un peu comme la bande vidéo, tu sais, cette vidéo s'autodétruira dans 30 secondes de Mission Impossible. Mission Impossible. Et ben, votre corps s'autodétruira dans 80 ans, ou dans 120 ans, comme dans la Bible, ou je sais pas, ou 200 ans, après avoir été utilisé. Donc c'est la bande vidéo de Mission Impossible. Alors c'est une théorie. Alors pareil, je suis contre cette théorie, mais quand je te l'ai lu, par contre, tu as eu une réaction. Enfin, moi, je suis contre et je veux même pas en entendre parler. Et toi, quand je te l'ai lu, tu as eu une réaction diamétralement opposée. Malheureusement, moi, j'aimerais bien vivre éternellement heureux, avec des enfants autour de moi, mais ça voudrait dire que ces enfants ne seraient obligés de pas grandir, parce qu'autrement, on serait trop nombreux sur Terre au bout d'un certain moment, ou bien à moins de mourir d'accident, ou bien de faire quelques guerres. Mais normalement, quand même, malheureusement, on est fait pour justement s'auto-détruire à un certain niveau. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour être tout le temps, pour que les individus de l'espèce soient toujours adaptés au milieu. Autrement, ils risqueraient de perdre leur adaptation, parce que le milieu changeant en permanence, il faut que les individus, au cours des générations, s'adaptent au milieu qui change. Rien n'est stable dans notre monde. Donc,
qu'est-ce qui se passe? Il y a des mutations. Hein. Moi, je ne suis pas un spécialiste de génétique, hein, je le dis encore. Les gens peuvent m'attaquer des fois, mais j'ai une bonne vision globale. Donc, je disais, dans l'ensemble, hein, comme dit, mon cerveau droit fonctionne et mon collègue, c'est le cerveau gauche. Hein. Donc, je disais, dans l'ensemble, l'homme est fait pour se dégrader à un certain moment parce que l'organisme va, comment dire, transmettre ses gènes. Hein. Il y a des mutations qui sont périodiques. Hein. Donc, on est fait pour avoir des mutations, hein, progressivement. Et les individus les mieux adaptés, hein, transmettront leurs gènes et c'est leurs enfants qui pourront survivre. Et ceux qui ne sont pas adaptés, ils vont mourir. Et alors le vieillissement permet justement de renouveler ça. On aura tout le temps un changement génétique de génération en génération, tu comprends? Qui permet de s'adapter au milieu. Et s'il n'y a pas cette adaptation, on peut faire des gens centenaires qui vivront bien, mais au bout d'un moment, l'espèce disparaîtra parce qu'elle ne sera plus adaptée. Tu comprends? Parce que les gens ne se reproduiront plus à ce moment-là. Ce qui fait la reproduction, ce qui fait l'envie de se reproduire, hein, c'est aussi la sensation de la mort et la sensation de l'échéance future. Hein. On se reproduit, hein, pour transmettre ses gènes avant de mourir, hein, et puis faire l'expérience de la vie. Mais si nous vivions éternellement, à un certain moment, notre espèce ne serait plus adaptée, hein, au milieu. Donc il faut qu'il y ait un changement relativement rapide au sein de l'espèce pour pouvoir affronter le milieu changeant. Tu comprends? Donc le corps est autoprogrammé pour détruire ces individus pour la survie de l'espèce. Hein. Parce qu'autrement, si on vivait très longtemps, très longtemps, avec un vieillissement très lent, on finirait par se reproduire très lentement, mais notre milieu changerait beaucoup plus rapidement que notre espèce et on finirait par être complètement inadapté. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne veux pas le comprendre, moi. Voilà, il ne veut pas le comprendre. Donc c'est pour ça que notre corps est programmé pour se détruire. Et de toute façon, c'est une sélection génétique parce que un corps qui ne serait pas programmé pour se détruire, hein, qui vivrait très longtemps, serait en fin de compte un handicap pour l'espèce. Tu comprends? Ça serait un handicap à la fin. Parce que ça ralentirait les cycles de reproduction. Donc, en fin de compte, la sélection naturelle sélectionne les individus qui ont une période on va dire, qui vieillissent. C'est-à-dire pour l'espèce humaine, ça veut dire qu'on pourra atteindre 100 ans, 120 ans pour les plus vieux. C'est l'optimum, hein, l'optimum parce que par rapport aux singes, hein, qui sont nos cousins, mais nos ancêtres, qui étaient des animaux sociaux mais beaucoup moins technologiques, avec un univers social beaucoup moins développé, des relations sociales beaucoup moins développées, les petits n'avaient pas besoin d'être éduqués très longtemps comme chez nous pour pouvoir être viables dans un milieu très complexe comme l'humanité. Hein. Alors c'est pour ça que, en fin de compte, maintenant, il y a une sélection qui s'est faite vers les individus qui vivent un peu plus longtemps, hein, parce qu'on a des petits à croissance lente, et puis on a un rôle fondamental du vieux qui peut transmettre des informations aux petits. Il faut savoir que au néolithique, au paléolithique plutôt, il était rare de connaître sa grand-mère, hein, en général. Hein. On riait pour l'anecdote, pour ceux qui connaissent Eric Orao, donc qui est un culturo, un champion de bodybuilding, qui est quand même nettement plus âgé que moi. On riait entre guillemets, on riait jaune. Il avait une photo où il était avec sa mère, sa grand-mère de 110 ans. Voilà, et je dis un bonjour à Eric Oraro, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, et qui est un bodybuilder qui a 50 ans, qui paraît vraiment pas son âge. Attends, il est plus vieux que moi, et moi j'ai plus aucun de mes grands-parents. Voilà. Et lui, il est en pleine forme, il fait du bodybuilding. Le bodybuilding à haut niveau, qui est quand même quelque chose qui casse. Sa grand-mère a l'air en forme. Voilà, sa grand-mère a l'air en forme, sa mère a l'air super en forme à 85 ans, je ne sais plus l'âge qu'elle a, ou 80, je ne sais pas. Il était à côté d'une jeune femme. Et lui, qui fait du bodybuilding haut niveau, il faut dire que le bodybuilding haut niveau, même si on aime bien, c'est un sport qui est destructeur, hein, comme pour plusieurs raisons que les bodybuilders connaissent. Hein. Donc, et lui il est encore en forme parce que visiblement, il a une génétique de centenaire, hein, quand on voit ça. Parce que 110 ans, et elle est toujours là. Hein. Voilà, hein, alors ne dites pas c'est parce qu'on a une bonne alimentation, il y a aussi la génétique qui fait ça. Hein. Mais comme je disais, l'humain vit plus longtemps que ses frères, que ses cousins primates, hein, grands primates comme les chimpanzés ou les gorilles, pour la bonne raison
que les individus qui vivaient plus longtemps avaient apporté quelque chose de positif au groupe en permettant de transmettre des informations pour la survie de l'espèce, des informations par le langage, hein, bien sûr. Hein, j'ai parlé un peu de l'apparition du langage, des informations pouvant leur permettre de mieux comprendre. Les vieux, c'était la mémoire vivante de l'espèce, avant qu'il y ait les livres. Hein. Le grand-père pouvait apprendre beaucoup de choses, hein. C'était aussi ça. Hein. Le vieux, il avait un rôle, on conservait les vieux, parce que les vieux étaient la mémoire, il n'y avait pas de dictionnaire, il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien. Donc c'est pour ça que progressivement, l'espèce humaine est devenue a vécu beaucoup plus longtemps, pour la bonne raison qu'elle conservait de la mémoire externe, de la mémoire de l'espèce, dans ses vieux. Hein. Que si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait, hein, c'est-à-dire que le vieux sait, le jeune ne sait pas, mais le vieux peut enseigner au jeune qui a l'énergie. Donc c'est pour ça, c'est grâce à la communication verbale, aux notions de temps et d'espace, aux notions surtout de temps, aux notions de temps dans le langage, à la compression des données en mots, hein, et donc ça a donné un grand avantage à l'espèce humaine qui a pu conserver ses vieux. Alors ça ne s'est pas fait, elle n'a pas décidé de le conserver, mais les groupes qui avaient des vieux, qui vivaient longtemps, étaient les groupes les plus viables, hein, et viables pour affronter ce monde. Hein. Donc c'est ceux qui ont survécu alors, le plus longtemps. Après, on est programmé par rapport à l'horloge du monde, on est programmé pour se détruire, comme je dis tout le temps, uniquement pour affronter un milieu changeant. Hein. Si nous restons toujours comme ça, le milieu changera. Changement de luminosité, changement bactérien, changement d'univers, changement de polluants extérieurs. Donc on est tout le temps obligé d'avoir des mutations. Hein. Le monde est assez dur, hein. Il faut en parler aussi. Hein. Il faut en parler, mais ça nous permet quand même de prendre une distance là-dessus et de comprendre de comprendre la vie. Donc, le monde étant assez dur, bah, l'espèce, le groupe humain va générer des individus avec des mutations, telle mutation ou telle mutation, hein. Et ces mutations seront en fin de compte le champ des possibles pour l'espèce par rapport à un milieu changeant. Et en fonction du milieu changeant, c'est telle mutation, telle mutation, telle mutation, dire telle adaptation, telle personne avec telle mutation qui va survivre. Hein. Donc c'est assez dur. On est obligé d'avoir de la casse en avant, donc de mourir, hein, mais de transmettre des gènes, hein, de transmettre des individus avec des petites mutations, hein, qui permettront de survivre, de la survie de l'espèce. Hein. Alors il faut savoir ce que j'expliquais tout le temps, on parle beaucoup de l'épigénétique. Hein. L'épigénétique, c'est actuellement la science qui a le plus d'avenir actuellement, c'est très récent. Hein. Donc on s'aperçoit, alors Michael, tu es là ou pas? Ouais. Tu as entendu parler de l'épigénétique? Non, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, donc j'en parle un peu. Hein. Donc je vais juste en parler rapidement parce que c'est pas ma spécialité, mais on sait très bien que en fonction du milieu, il y a des gènes qui vont s'exprimer ou pas. Hein, donc on est porteur d'informations qui s'expriment ou pas en fonction du milieu qu'on va transmettre. Mais on a eu ça pendant la grande crise, dans la guerre de 39-45, quand il y a eu des rationnements chez les Néerlandais par les Allemands, je crois que c'était ça. Hein, on s'est aperçu que les femmes qui avaient subi des carences alimentaires importantes quand elles étaient enceintes, hein, avaient généré des enfants qui faisaient de l'obésité, hein, et du diabète. Alors on s'est aperçu que ça avait déclenché chez les petits, justement, il y avait un gène qui était en latence. Je ne sais pas ma spécialité, et il y a des sweeps, je ne sais pas quoi, il y a tout, on appelle ça à côté des gènes, il y a ce qu'ils pensaient de l'ADN poubelle, hein, et en fin de compte, c'est plein de petites molécules qui permettent d'activer ou pas certaines fonctions du gène. Hein. Alors, est-ce que j'ai le livre pour parler un peu d'un mec qui était bien, de Darcy Thompson, hein. Voilà, je vais parler de Darcy Thompson qui ne connaissait pas les gènes. Hein. Hein, c'est à l'envers, hein, mais ça exprimerait un peu ça. C'est qu'il y a un plan d'ensemble, et il y a une accélération plus ou moins grande de certaines parties du plan en fonction du milieu aussi, hein, en fonction de la pression extérieure qui va influer par des agents chimiques, hein, créés par le stress, créés par bien d'autres choses, hein, par le stress, par des polluants extérieurs, par la nourriture avec ses interactions sur l'organisme, qui va créer des modifications justement dans le développement du plan génétique. C'est-à-dire que le plan est là, mais il va y avoir de l'accélération de telle ou telle partie. Hein. Ce que Darcy Thompson avait très bien vu sans connaître les gènes. Hein. Je conseille aux gens d'acheter ça. Alors c'était un mec qui dessinait très bien, vous voyez. Il avait fait ça sur les crabes, vous voyez des crabes ici, puis on s'aperçoit très bien qu'il y a un schéma de base,
et qu'en fin de compte, c'est juste une accélération de certaines parties du schéma. C'est-à-dire qu'on a des matériels, on a les gènes, et puis à côté, on a des codes qui accélèrent plus ou moins la vitesse de développement de l'organisme. Il n'y a pas un gène pour l'œil, un gène pour le... Il y a des gènes qui structurent des molécules, et à côté, il y a des substances hein, qui, en fonction du milieu, vont activer vont activer la vitesse de production, la vitesse de croissance de l'organisme. Alors moi, c'est pas ma spécialité, mais je montre encore ces schémas qui sont très bien sur Darcy Thompson. Il y en a peut-être d'autres qui l'avaient fait, qui étaient vraiment marrants là-dessus. Hein, c'est la grande trouvaille de... voilà, il parlait des poissons. Hein. Tu vois, Michael, toi aussi. Alors, on voit que les poissons, hein, en général, ils ont un schéma. Alors, c'est bien vu pour quelqu'un qui ne connaissait pas les gènes, mais un schéma général, hein, et puis en fonction de la croissance de certaines parties, hein, générées par justement ces switches, comme ils appellent ça, je sais pas quoi, ben on va se trouver avec un poisson avec de grandes nageoires, et des poissons avec des formes différentes. Ben, c'est à peu près ça, grossièrement, ce qui se passe. Hein. Et je dirais aussi que la vitesse de mutation est bien plus élevée, par exemple, en période de stress. Hein, en période de stress, pourquoi? Parce que ben, l'organisme va réagir au stress par des réactions inflammatoires qui vont en général créer, alors je le répète tout le temps, hein, c'est pas ma spécialité, mais c'est des principes de base, le stress va générer une accélération cellulaire, de reproduction cellulaire en général, puisque le stress c'est un coup de poing, vous prenez un coup de poing, mais c'est à tout niveau, hein, bah c'est un stress extérieur hein, du milieu, bah, la peau va se régénérer en produisant une réaction inflammatoire, des molécules qui vont accélérer la cicatrisation pour permettre de bien réparer, mais en accélérant la cicatrisation, vous allez accélérer quoi? Ben vous allez accélérer la reproduction cellulaire. En accélérant la reproduction cellulaire, vous allez accélérer les mutations. Hein, c'est ça, hein, au sein des cellules. Et en accélérant les mutations au sein des cellules, ben vous allez accélérer le risque de cancer. Hein, voilà. Alors, mais ça se passe à tout niveau. Donc, c'est bon. Intrinsèquement, c'est bon pour l'espèce, mais c'est mauvais pour le stress, c'est mauvais pour l'individu, mais est bon pour l'espèce en générant des mutations. Hein. Alors les mutations sont souvent mauvaises, hein, en général, dans une espèce. Hein, le stress du milieu, changement de milieu extérieur, hein, comme j'ai dit, polluement, changement population, obligation de changement de comportement. Donc un stress qui va générer des mutations, hein, des mutations. Et ces mutations, en général, sont négatives, mais dans ces mutations, il peut y en avoir une qui est positive. Alors c'est pour ça qu'on s'aperçoit, par exemple, que chez les chimpanzés, alors par exemple, les taux, alors je ne suis pas mon spécialiste de génétique, je le dis encore, mais le chimpanzé est une espèce de primate hein, qui a tendance à évoluer plus vite que par exemple les gorilles, hein, qui ont plus de stabilité quand on les voit. Alors il y a des mutations périodiques, hein, on le sait très bien, mais il y a en période de stress, de changement de milieu, une accélération des mutations de l'espèce, hein, si vous voulez, en général, c'est le stress extérieur. Et on s'aperçoit que les chimpanzés, par exemple, ont un système de reproduction qui est basé sur le sperme, c'est-à-dire la plus grosse quantité de sperme qu'on balancera dans la femelle. Pourquoi? Parce que ce sont des groupes sociaux qui partent tous un peu, hein, qui sont unis socialement, les mâles défendent un territoire, il y a plus ou moins un dominant, mais c'est pas vraiment dominant, puis quand les femelles sont en période d'œstrus, bah, les mâles, ils vont essayer de se reproduire avec la femelle a souvent plusieurs partenaires en même temps. Hein. Donc il n'y a pas de combat réel entre les chimpanzés, donc celui qui va, en général, qui a le plus de chances de survivre, hein, c'est celui qui va balancer le plus la purée, c'est ce que je réponds, qui a le plus gros, donc qui fera le plus de sperme, qui aura le plus de sperme. De chance d'avoir des descendants. Voilà, et c'est celui-là qui balance la purée dans le mélange dans le mélange qui est dans la femelle, parce que la femelle optimise ses chances de reproduction en ayant le maximum de mâles, hein, c'est pas parce que pendant cette période, bah, c'est le mâle qui aura le plus de sperme, qui mélangera ça dans la soupe, une espèce de soupe de sperme dans l'orifice de la femelle, qui aura le plus de chances de se reproduire. Mais le fait de produire plus de sperme fait qu'on a de plus gros testicules, et fait aussi qu'on produit plus de cellules, de gamètes. Hein. Et en produisant encore plus, parce qu'on en a besoin, bah on peut produire des mutations. Hein, puisqu'on a un taux de reproduction plus important. Donc les chimpanzés ont un taux de mutation plus important parce qu'ils produisent plus de sperme. Donc on voit que nos ancêtres devaient avoir une sexualité à peu près similaire, ce qui a permis une adaptation très rapide quand on est passé en savane. On n'est pas des chimpanzés, je le répète encore, parce qu'on devait avoir un système social de reproduction basé un peu comme
sur ce système des chimpanzés, donc avec une possibilité d'avoir plus de mutations, hein, parce qu'on avait des grosses couilles, on balançait la purée. Ça a changé en savane, mais ça a permis une sélection beaucoup plus rapide des individus les mieux adaptés, hein, par ces structures sociales faites sur la partouze et la femelle en Ostreus, mais la femelle a perdu très vite son seuil. Donc vous voyez, changement de mutation, accélération, stress, mais aussi il y a des choses qui font qu'on se reproduit, que certaines espèces se sont mieux adaptées. Donc là c'était juste une parenthèse sur le chimpanzé, mais c'est juste pour dire que nous sommes programmés pour mourir, hein, et que nous avons des mutations. Les mutations sont mauvaises pour l'individu en général, hein, les mutations, mais parfois elles sauvent l'espèce. Et c'est grâce à elles qu'on survit. Hein. Mais la plupart du temps, vous voyez qu'en général, des gens font des allergies, des gens ne sont pas adaptés à telle ou telle chose, et puis ils vont mourir, puis d'autres vont ne pas avoir ces allergies, vont avoir des mutations adaptées. C'est ce qu'on voit actuellement dans nos sociétés modernes. On dit que ça n'évolue pas, mais ça continue à évoluer. On continue à avoir une sélection naturelle, hein, pour s'adapter à un milieu changeant. Nos villes actuellement sont des endroits hyper pollués, hein, c'est d'accord. Hein, on a une alimentation industrielle de piètre qualité, c'est-à-dire on a les éléments essentiels qui sont protéines, glucides et lipides, mais on a plus les micronutriments, les micro-éléments fondamentaux à un bon fonctionnement. On fait des carences, on commence à avoir ce qu'on appelle des maladies de civilisation. Hein. On a des polluants externes, hein, c'est ça, hein, Jérôme, hein, style le parabène, style les pollutions particulières, hein, qu'on a en ville, hein, style les pollutions gazeuses, hein, les pollutions, les polluants dans les plastiques, on peut dire, les polluants dans les produits industriels, hein, et évidemment, ça fait partie de la sélection naturelle, puisque les individus qui seront les plus sensibles à ces polluants, les plus sensibles à ces pollutions, vont périr, et il va rester ceux qui seront plus adaptés. Hein. Alors c'est un mal pour un bien, hein, malheureusement, mais l'évolution ne s'arrête jamais, et c'est pour ça que nous mourrons pour pouvoir justement transmettre des mutations pour s'adapter à un milieu changeant. Hein. Et on s'aperçoit qu'actuellement, on vit dans des milieux qui ont vraiment sensiblement changé par rapport à ceux de nos grands-parents. Hein. T'es d'accord, Jérôme? Et sûrement beaucoup plus vite que par le passé, en plus. Sûrement beaucoup plus vite que par le passé. Donc, on a quand même eu des mutations importantes. Donc, les petits-enfants qui font des bronchites, les petits-enfants qui ont des problèmes, hein, ça fait partie de des mutations. Et puis, des problèmes, les enfants, on dit qu'ils font des autismes à cause des vaccins. Malheureusement, c'est l'espèce qui essaye de s'en sortir par rapport à ce changement de milieu. Hein. Alors il faut savoir que toutes ces choses horribles pour les individus sont en vérité des choses bénéfiques pour l'espèce. Hein. C'est un peu de philosophie, c'est dur. L'idéal, c'est d'essayer justement, par l'intelligence, de maîtriser tout ça pour éviter cette casse, hein, cette casse d'être humain, hein, cette casse d'âme, cette casse d'être. Vous voyez? Donc voilà, t'as des trucs à rajouter? Ben non, enfin on peut dire que l'auteur donc l'astrophysicien en question, il s'appelle Josh Mitteldorf, donc Mitteldorf, pour ceux qui voudraient, si vous tapez son nom, ça sort tout de suite. Donc il a beau être astrophysicien, il s'intéresse de très près au vieillissement, au mécanisme de vieillissement et surtout comment vivre plus longtemps. Voilà. Mais heureusement, c'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens très 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 riches. On peut finir sur une note optimiste. Une note optimiste, hein. Non, mais on a réussi, on a à notre portée tous les outils pour faire des progrès très très rapides pour lutter contre le vieillissement. Et ce qui manquait jusque-là, c'est le financement. Et là, on a Google qui se met. Pourquoi Google, pas spécialement Google? En fait, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent qui s'aperçoivent que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas vivre éternellement. C'est ce que je dis tout le temps. On voit beaucoup de milliardaires, mais on voit pas beaucoup de milliardaires centenaires. Même s'ils arrivent à éviter certaines maladies, voilà, par leur mode de vie, en faisant très attention, en allant dans les cliniques de rajeunissement, en ayant une vie, en essayant de se couper du stress, on voit quand même que la mort, la grande faucheuse, vient quand même les prendre comme tout le monde. Hein. C'est le tableau de Bruegel où on voit que la grande faucheuse, c'est la mort, hein, qui n'épargne personne.
En tout cas, ces Pauvres et gens très riches. fortunés, il y en a beaucoup qui ont mis beaucoup d'argent sur la table et c'est pour la. Maintenant qu'on a tous les outils et que il y a l'argent pour financer les recherches sur le sujet, il va y avoir des avancées très très rapides sur le domaine du vieillissement. Voilà. Alors, un dernier Ce petit qui veut truc, pas dire, c'est que ce sera apporté toutes les bourses après de vivre. de Il vivre, y aura. de On vivre parle toujours de la éternellement. médecine à deux vitesses, elle est à 200 vitesses, mais il y aura peut-être des découvertes pas chères, du genre prenez de la vitamine D, mais la plupart des découvertes, pour moi, ça coûtera la peau des fesses. Et il y a les cellules souches, on parle encore des cellules souches actuellement, Ouais, hein. ouais, non, mais bah, c'est tout est. Ouais, mais le problème, c'est que la cellule souche, son injection ou sa garde, parce que est-ce que t'as gardé le tissu, Pas le, ton placenta, le cordon ombilical, je me souviens pas le le nom. cordon ombilical de ton fils, après, il faudra le stocker pendant des années, donc Voilà. ça va coûter de l'argent, etc. Quand vous faites des petits-enfants, quand vous faites des enfants, essayez, si vous avez la possibilité, on ne vous le dit pas ça, pour lui sauver, pour le permettre de vivre plus longtemps après, hein, on ne sait jamais s'il y a des découvertes, il faut le faire avant, de lui faire stocker, de conserver son cordon ombilical, c'est ça? Ouais, ouais. De son cordon ombilical où il y a énormément de cellules souches dedans, hein, qui sont ses propres cellules souches, hein, et de les faire stocker dans de la neige, dans du froid, hein, donc dans des organismes, vous aurez à payer par mois, mais ça peut peut-être lui permettre d'éviter certaines maladies et lui permettre de vivre plus longtemps. Donc si vous Ouais, je sais pas aimez... si c'est légal en France, hein. Alors c'est légal en Allemagne, en Allemagne il y a des organismes qui font ça, hein, mais il faut déjà prévoir le lieu de stockage avant, et il faut le prévenir l'hôpital quand vous allez avoir un petit bébé, hein. Donc on vous prévient, si vous voulez, éventuellement il y a ça, hein. Et comme je dis aussi, c'est pas parce qu'on est programmé pour s'autodétruire, hein, comme les bobimes des films de Mission Impossible, c'est ça, hein. On est programmé Ouais. comme l'homme, et c'est pas parce que nous sommes programmés pour nous autodétruire qu'il ne faut pas tout faire pour ralentir ce vieillissement, hein. On est, c'est pas parce que vous êtes programmé pour mourir, je sais pas, pour mourir à 100 ans, hein, ou à 110 ans, comme la maman de notre ami Oraro, hein, que je dis encore bonjour, je l'aime beaucoup, hein, et qu'il faut se foutre en l'air en subissant tous les polluants et en mangeant de la merde, hein. Donc essayez de manger sainement, de faire attention à votre alimentation, de manger des produits, alors, entre guillemets bio, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans le bio, mais de manger des fruits du potager sans pesticides, hein, de manger de la viande, mais pas en grande quantité. Et puis si vous en avez besoin, hein, si vous en ressentez le besoin, vous n'êtes pas tous des sportifs, hein, qui avez besoin d'un taux de protéines élevé, de manger des produits de qualité, d'éviter les polluants, d'éviter la drogue, d'éviter l'alcool, d'éviter tout ça. Alors j'ai l'air du vieux papa qui raconte ça, mais le corps que Dieu nous a donné, la programmation que Dieu nous a donnée, nous devons la respecter, hein, pour en faire le plus de choses. Il y a tant de belles choses à faire sur Terre, même si des fois c'est très dur, hein. Mais c'est ça qui nous permet de comprendre le monde, d'affronter. Et c'est en affrontant l'adversité du monde qu'on en ressent d'une façon encore plus intense la beauté et les joies quand elles nous parviennent, hein. Donc faites tout pour vivre plus longtemps. Puis je dis un petit bonjour à Thierry Casanova que j'aime beaucoup, hein. Allez sur sa chaîne, hein, elle est sympa. Il va vous donner des recettes, hein, c'est régénère. Moi j'aime bien le citer, hein, même si nous on fait du bodybuilding, et si nous on mange de la protéine, et si je mange parfois de la viande, hein. Lui on mange un petit peu, je sais de temps en temps, mais pas beaucoup. Allez sur sa chaîne, c'est assez intéressant. Il y a un discours qui évolue en plus en permanence, preuve d'une grande intelligence, hein. Il n'est pas fixé dans des dogmes, et quand il se trompe, il l'admet. Mais il a un regard très ouvert sur tout, et puis on peut trouver, il vous explique comment manger sainement, prenez des jus de légumes, des jus de fruits centrifugés vous-même, c'est très très sympa, et puis il explique toute la biochimie humaine d'une façon très amusante, très didactique, très simple, et je la conseille. Voilà, c'est un petit conseil à la fin. Voilà, Gandhi, un petit truc à dire encore? Ben non, j'espère que les riches vont nous permettre de vivre plus longtemps. Voilà, Les riches et Google. et on doit espérer ça, hein, pour pouvoir voir grandir nos enfants, et puis on espère qu'il n'y ait plus de guerre aussi, hein. Mais bon, pour les gens, c'est notre corps qui est programmé pour se détruire, pour le bien de l'humanité. Un mal pour un bien, c'est toujours comme ça. Ce qui est mauvais pour la partie est bon pour le tout, hein. Donc les mutations sont souvent négatives, parfois bonnes, mais quand elles sont bonnes, elles sauvent toute l'espèce. Pourquoi, hein? Parce qu'il y a un changement. Bah, c'est ceux qui ont les quelques mutations qui vont pouvoir les repasser aux autres en étant plus résistants et se reproduire, et ceux qui ont la majorité qui a les mauvaises, va pouvoir
disparaître. Hein. C'est ce qu'on dit tout le temps, ce qui est arrivé avec les métis de néandertaliens. Hein. Comme on dit tout le temps, on est très peu néandertaliens, hein, 3-4%, sauf que, bah oui, il n'y en a pas beaucoup, sauf que c'est les quelques métis qui ont été beaucoup. Il y a eu très peu de métissage néandertalien, mais c'est les quelques métis qui ont le mieux survécu parce qu'ils ont passé les gènes d'adaptation au climat froid, aux sapiens, qui sont montés, même s'ils n'étaient pas nombreux, les néandertaliens. Les métis néandertaliens hein, ont survécu beaucoup mieux que les sapiens purs et durs. Hein. C'est le métis parce qu'il avait c'est de l'adaptation, teint clair pour synthétiser de la vitamine D, comme on avait parlé dans la vidéo pour les chauves en Europe. Hein. Bon, meilleur métabolisme et meilleur comment dire, synthétisation et métabolisation des lipides, particulièrement des lipides animaux, hein. Et puis stockage, est capable de... Tiens, tu veux parler du stockage du gras, comment ça se passe un peu? Ben, je sais pas, à propos de quoi le stockage du gras. Des hommes, comment on le stocke, comment on le récupère. On peut le générer à partir de quoi, le gras, en général? Ben, quand on mange trop, tout se transforme. Tout se transforme en gras. Hein. C'est pas malheureusement, tout finit. Le contraire n'est pas vrai, malheureusement. C'est pas forcément du gras qui se transforme, qui vient stocker dans le gras. C'est aussi du sucre hein, qui va se transformer. Ah ben oui, comment tu transformes les protéines aussi, tu pourras finir par en faire du gras. Hein. Voilà. C'est long, enfin tu dépenseras beaucoup de calories, mais malheureusement, voilà. La protéine pouvant se transformer en sucre. Voilà. Et les quelques métis de néandertaliens avaient cette possibilité que les néandertaliens ont sûrement eu de métaboliser beaucoup plus facilement les aliments en gras, ce qui leur permet de passer des hivers rigoureux. Hein, ce qu'avaient moins les sapiens qui vivaient sous des contrées plus clémentes, hein, où il y a d'autres problèmes, hein, bien sûr, mais qui n'avaient pas affronté cette mort de la nature. Donc les métis qui étaient plus pâles, qui avaient tendance à stocker du gras hein, sur la peau comme manteau pour se protéger du froid, mais les néandertaliens étaient très couverts, il ne faut pas croire qu'ils étaient sans habits, comme les sapiens qui étaient au nord. Et puis une forme de corps néandertalien avec des bras plus courts par rapport, pour s'adapter pour éviter les déperditions d'énergie. Puis si vous voyez une cage thoracique qui part comme ça, hein, qui part en pyramide avec un gros bidon. Alors un gros bidon pourquoi? Pas un gros bidon essentiellement pour mettre des viscères, mais un gros bidon pour mettre beaucoup de gras dedans pour passer l'hiver, comme on peut voir les races de chevaux qui vivent au nord, les fjords, les trucs comme ça. Là. Ils ont un gros bide rempli de gras, c'est pour passer l'hiver. Ils stockent quand il n'y a pas plus beaucoup à manger, d'herbe sous la neige. Ils vont terminer la fin de l'hiver et le début du printemps et avec leur réserve de gras. Pareil pour les néandertaliens, pareil pour nous les blancs, hein, les asiatiques. Hein. On a été adaptés grâce à les métis ont survécu mieux, donc on a chopé ça des néandertaliens. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des sélections de mutations aussi d'adaptation froide chez les purs sapiens, mais quand on retrouve quasiment 3-4%, c'est qu'il y a eu des métis très résistants. Hein. Pas beaucoup, mais très résistants. Donc on a survécu grâce à ça. Et puis on voit que c'est tout le temps une adaptation au milieu. Hein. On doit changement de milieu, donc mort, mais passage du bon gène. Hein. Si on ne fait pas ça, si on vit très longtemps, un sapiens qui aurait vécu très longtemps, il n'aurait pas eu le temps de s'adapter, si vous voulez. Hein. Vous voyez un peu le truc, à un climat changeant. Donc voilà, c'est à peu près tout. Il y a d'autres trucs à dire? Là, je vois sur le blog de Josh Mitteldorf où Novartis annonce, alors je pense que on ne démentira pas, c'est le premier médicament anti-âge qui va sortir bientôt. Mais bon, ils ont repris un vieux médoc, mais c'est quand même la première fois qu'on nous dit, alors c'est pas un complément alimentaire, hein, c'est un médicament, ouais. On nous dit qu'il est anti-âge. Alors il fait quoi? C'est le problème c'est que les culturaux en prennent, en ont pris. En France, ça s'appelait glucophage de mémoire. Mais il y en a déjà qu'en prennent, mais c'est un usage détourné d'un vieux médicament qui était pas cher en plus de mémoire. Mais c'est c'est un inhibiteur de mTOR en fait. mTOR c'est quoi pour les gens qui mTOR c'est ce qui nous fait prendre du muscle chez les culturaux. Tu vois, on prend de la leucine pour stimuler mTOR. Mammalian target of rapamycine. Ouais. mTOR. Et alors mTOR fait quoi? Ça nous fait prendre du muscle, mTOR. C'est une substance anabolique. C'est est-ce que c'est un enzyme ou
Je sais même plus. Mais enfin, c'est ce qui stimule l'anabolisme. On parlait des BCAA, on prend des BCAA en gros pour stimuler mTOR. Mais le problème, c'est que comment on s'est aperçu que en inhibant mTOR, on vivait plus longtemps et on luttait contre les cancers. Voilà, le gros muscle, c'est pas top. Ce qui est un peu logique, ça veut dire que si ça stimule la croissance musculaire, bah, ça va stimuler d'autres trucs. Donc ça va stimuler le problème, c'est le gros problème, c'est vous stimuler du muscle. Hein, je parle tout le temps de l'inflammation. Hein. Vous allez stimuler du muscle, vous allez stimuler une régénération du corps, mais vous allez vous allez accélérer dans ce corps la croissance, le développement des cellulaires, c'est-à-dire la reproduction cellulaire. Et dans la reproduction cellulaire, vous pouvez tomber à un certain moment sur une cellule, Michael. Une cellule cancéreuse, non, je lis le truc rapidement pour voir vous voyez, c'est à double tranchant. Que ça raconte. Comme je dis tout le temps, c'est la voie du milieu. Hein, moi je dis tout le temps, il faut suivre Bouddha. Hein, c'est la voie du milieu, donc c'est pas trop musclé, c'est pas top. Hein, si vous accélérez votre régénération, si vous accélérez trop votre régénération, bah, vous risquez à un certain moment de vous trouver avec une cellule cancéreuse. Hein. Alors, le corps peut les évacuer en général, mais passer une certaine quantité de cellules cancéreuses, il va avoir quand même du mal à les évacuer. Hein. Donc, c'est tout le temps le problème. Hein. Donc, voilà. Et le problème, c'est que si on ne régénère pas le corps, bah, il se dégrade progressivement sans cancer. Hein. Alors, vous avez des petits vieux qui atteignent des âges canoniques en étant tout rabougris, tout fatigués progressivement, mais ils ne chopent plus de cancer. Hein, c'est à peu près ça. Parce que leur régénération, la reproduction cellulaire est tellement lente que le risque de se retrouver avec une tumeur d'une grosse taille, il est limite. Sauf qu'ils n'ont pas assez de régénération cellulaire, de cycle cellulaire, pour pouvoir régénérer leur organisme qui vieillit. Donc vous voyez, on est tout le temps dans un... Quoi ? Non, mais c'est un peu comme les mecs se plaignent d'avoir de l'acné. Mais tu te mets au régime très très sévère, tu vas voir que ton acné... il disparaît. Bah, je sais pas s'il disparaît totalement, mais il va sérieusement comment le corps, il a plus assez de calories pour s'amuser à faire de l'acné. D'ailleurs, sur la régénération cellulaire, l'accélération du... Comment on appelle ça? L'accélération du... Métabolisme. Du métabolisme cellulaire, la reproduction cellulaire, comment ça s'appelle? Moi, je suis pas spécialiste là-dedans. On voit bien que les cancers, en général, sont beaucoup plus foudroyants chez les jeunes que chez les vieux. Hein. En général, que chez les vieilles personnes. Alors, après, il y a les 50 ans qui font parce qu'ils ont... ça arrive à ça parce qu'ils ont vécu pas mal de stress. C'est l'âge où quand on n'a pas une bonne nourriture, quand on a une vie stressée, quand on a eu pas mal de problèmes, on n'a pas été dans un milieu extérieur, on a agressé notre organisme, il y a eu inflammation, régénération, inflammation en permanence, et vous pouvez vous retrouver avec, dans les muqueuses abîmées, dans les parties du corps qui ont été stressées, des cellules cancéreuses. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Mais chez les gamins, qui ont une vitesse de croissance importante, un cancer, en général, ça peut être foudroyant. Alors que chez un papy, un cancer, on va le laisser avec son cancer, puis on se retrouve avec des mamies avec des cancers du sein qui ont 80 ans, puis on les laisse parce qu'on sait que ça va mettre tellement de temps, on peut dire qu'une grosse chimiothérapie. Alors, cancer du sein, c'est un peu particulier parce que ça, par la circulation, ça va vite passer dans les poumons, donc surtout le cancer des poumons, mais dans d'autres cancers, en général, de toute façon, chez les vieux, ça a une vitesse assez vieux, de progression beaucoup plus lente. Hein. Parce qu'on ne se régénère plus, hein, parce qu'on est programmé pour mourir. Voyez. Donc c'est toujours intéressant, hein, ces histoires de balance, il faut trouver la voie du milieu en général. Ni trop, ni pas assez. Hein. Et ça, c'est à nous, par notre recherche permanente, de la trouver. Alors faites attention, mangez correctement, essayez d'avoir une vie équilibrée, même si nous sommes condamnés à mourir sur cette terre. Mais condamnés à mourir, ok, mais l'avantage, c'est qu'ici-bas, nous faisons l'expérience de l'autre et nous ne sommes pas seuls. Hein. Et c'est bien ça l'essentiel, comme je dis tout le temps. Notre but, c'est de tendre vers Dieu, de tendre vers l'unité, mais sans oublier que l'essentiel, c'est le chemin qui va vers Dieu, car sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls, et nous vivons la relation à l'autre qui est faite en général pour nous faire évoluer, hein, pour connaître l'amour et pour pouvoir le donner et le recevoir. Hein. Moi, j'ai dit tout le temps, c'est la seule façon que Dieu a trouvée pour ne plus être seul, hein, à travers ses créatures, recevoir et donner son amour. Voilà, c'était un peu de philosophie avant de partir.
Un dernier truc avant de partir me coucher. Ben non, mais c'est dans comment ça marquera l'ère du temps, donc 2015 ou 2016, le premier médicament. Anti-âge. Alors comme on a eu le Viagra qui a révolutionné quand même l'industrie du médicament, Il faudra faire une vidéo sur le Viagra, d'accord? mais comment bientôt le premier médicament, alors marche pas, je sais pas, mais c'est quand même intéressant d'avoir le premier médicament qui a été développé contre le vieillissement. Ok. Enfin, je pense que c'est le premier. Lui il le dit aussi, mais je pense qu'il n'y a pas de médicaments jusque-là qui ont été. Voilà, alors on va peut-être avoir, mais alors faut faire attention que c'est pas un business parce que ces entreprises-là, Ah bah c'est un business, même un très gros business. C'est pour ça que c'est peut-être ça qui nous sauvera d'ailleurs. voilà, mais après, si tout le monde, comme je dis tout le temps, si tout le monde ne meurt pas ou ne vieillit pas, on va se retrouver avec un problème d'inadaptation. Hein. Mais bon, comme je dis tout le temps, peut-être que l'humanité à certains moments arrivera à se stocker d'une façon, ou dans les machines, c'est-à-dire que l'âme des hommes, hein, l'âme de l'humanité, sera peut-être à un certain niveau, alors c'est de la science-fiction stockée dans les machines, hein, ou d'une façon ondulatoire, je ne sais pas. C'est peut-être l'avenir de l'humanité, de s'extraire de notre condition humaine, hein, en... Non, mais est-ce qu'on a encore besoin de s'adapter? C'est la question que je me pose, vu que on a plein de technologies qui peuvent le faire. Avant, on n'avait pas de technologie pour le faire pour nous, en gros. Le problème, c'est que si on ne s'adapte pas, le problème, c'est que si on n'a plus d'adaptation, on finit en cas de grand changement de milieu par une disparition de l'espèce. C'est-à-dire que Ouais, mais c'est nous qui changeons le milieu plutôt que. On adapte le milieu à nous plutôt que. maintenant, c'est nous qui changeons le milieu, mais c'est à peu près de la même façon, Michael, parce qu'on change le milieu, mais sans le maîtriser. Avant, si tu veux, on ne maîtrise pas le milieu extérieur qui change. Maintenant, nous changeons le milieu extérieur nous-mêmes, mais sans le maîtriser. Nous sommes les apprentis sorciers d'un monde que nous ne maîtrisons pas. C'est-à-dire que nous sommes créateurs de nos mutations sans en connaître les résultats, si tu veux. C'est l'histoire des OGM, c'est l'histoire de cette industrie agroalimentaire moderne, hein, qui, en faisant survivre l'humanité, en permettant à des milliards de bouches de manger, joue quand même aux apprentis sorciers, hein, en créant des molécules, en créant des substances que l'on ne connaît pas, hein, et qui risquent de nous agresser. Ouais, non, mais est-ce qu'on a encore besoin que notre corps évolue? Malheureusement, jusqu'à présent, dans notre monde hein, connu, notre galaxie, hein, rien n'est stable et tout évolue. Le problème, c'est qu'on meurt et on évolue et on meurt uniquement parce que le milieu extérieur évolue. L'immortalité, c'est la stabilité, si tu veux. Un être, c'est ça. Mais la stabilité, c'est la mort. Tu veux, indirectement, on rejoint les deux côtés, tu comprends? Parce que je me suis toujours dit que la prochaine évolution, ce sera quand même de nous foutre Internet, mais directement dans le cerveau. Ça peut-être même pas. Bah si, je pense. Enfin, moi, je vois ça comme ça, mais. T'as pas besoin d'avoir dans le cerveau, t'as Internet dans la main. Ouais, non, mais c'est comment? T'as pas vu? Il y a une série américaine comme ça. Le mec, ils lui ont mis une puce dans le cerveau. Ben oui, mais c'est plutôt fatigant parce que maintenant tu l'as juste dans la main, tu t'en fous. Non, parce que quand tu diras aux parents, regardez, alors pour comment 100 $, votre enfant peut parler immédiatement anglais, russe et chinois. Ben, t'as même plus besoin de ça. Ah si, quand même. Maintenant, tu as des lunettes où tu peux avoir la traduction Ouais. instantanée Ouais, de la personne qui parle. C'est Google Traduction, je sais pas quoi, ils ont branché ça sur des lunettes. Alors, ouais, mais ça marche pas les lunettes Google. Je crois que c'est le flop du siècle. Oui, mais non, mais regarde, t'avais un ordinateur, après t'as une tablette dans la main, après t'as une montre, après t'as les lunettes. Tout ce que je vois, c'est que ça se rapproche du cerveau. Bah, on est progressivement bionique, mais c'est même pas la peine de le mettre dans le cerveau, tu le mets à Ah l'extérieur. si, je crois que ce sera. Tu laisses ton ordinateur ou ta tablette numérique à côté de ton lit quand tu dors, et ta mémoire est à portée de main. C'est-à-dire que Internet, c'est quoi? Internet, c'est notre mémoire, et c'est notre extension de cerveau. Hein, ça nous permet de ne pas l'avoir dans le cerveau, parce que le problème, c'est que si on a un cerveau qui est trop gros, on va avoir un petit problème de consommation d'énergie, il faut le savoir aussi. Donc l'homme extériorise son cerveau pour lui-même ne pas être en hyperaction en permanence, tu vois. Donc tu extériorises tes données, on extériorise notre digestion, on a extériorisé notre corps par les outils. Hein. La préhistoire, on a commencé avec les pierres qui externalisaient la mâchoire hein, pour tailler. On a externalisé notre système de chauffage, d'abord par les habits, ensuite par le chauffage central, par beaucoup de choses.
Maintenant, on aime externaliser la digestion par la cuisson en partie, hein, et puis en même temps, l'acidité d'estomac était en vérité externalisée par la cuisson parce que ça permet aussi de détruire les bactéries pathogènes dans l'estomac et l'intestin, hein, donc ça a permis d'accéder à plus de calories. Hein. Donc on a eu un rétrécissement aussi de la mâchoire parce qu'une externalisation des outils pour couper la viande, hein, et puis de la cuisson des céréales, la cuisson de notre nourriture, hein, et le broyage mécanique, hein, qui nous fait perdre toute cette mâchoire importante qu'avaient nos ancêtres, hein, jusqu'à récent. Les Néandertaliens avaient des mâchoires plus grosses, et puis les Cro-Magnons, même les sapiens d'Europe, les premiers sapiens d'Europe, hein, avaient des mâchoires plus massives que les nôtres, hein, avec une face qui était quand même... On ne la verrait pas, la différence, mais un anatomiste la voit, si vous voulez. Donc on est en permanence en évolution, et puis c'est ce qu'ils appellent l'homme augmenté, c'est un peu bidon, mais on a déjà externalisé, on est déjà dans la télépathie, puisque quasiment on téléphone à distance, on peut parler à distance, on arrive à parler à l'autre bout du monde, on arrive à communiquer. Là je suis en Hongrie, mon ami est à Paris, hein, et on arrive à parler au bout du monde. Donc on a externalisé tout, on a externalisé notre mémoire, on n'a plus besoin de grossir au cerveau, on a des connexions qui doivent se faire. Il va évidemment y avoir des mutations sélectionnées pour les gens qui ont des parties de la cognition, les parties du langage, les parties de l'association au cerveau plus développées, au détriment peut-être de capter un ensemble visuel d'un coup, comme un singe a besoin quand il est dans les arbres, pour sauter, pas tomber. Hein. Donc on a une perte du développement du cortex visuel qui a moins besoin d'assimiler des données visuelles d'un coup, mais le peu de données visuelles qu'on assimile par rapport à un singe, par exemple, avec une fobie plus importante, on le stocke beaucoup plus facilement dans le cerveau et stocké sous forme de langage compressé, hein, avec des notions de temps, d'espace, tout ça. Donc on est tout le temps en évolution, et puis nos petits que l'on peut voir actuellement dans les restaurants qu'on peut avoir partout, nos petits qui ont 2 ans, 3 ans, les parents les mettent avec une tablette à côté pour qu'ils les emmerdent pas. Mais c'est une habitude qui permet aux petits de sélectionner des zones du cerveau, et c'est ceux qui auront ces zones du cerveau qui auront le plus de cellules, qui dans la vie d'un monde civilisé, pas civilisé, d'un monde occidentalisé, d'un monde modernisé comme le nôtre, auront peut-être les meilleures chances de survivre parce qu'ils se seront familiarisés très tôt aux palettes, hein, aux iPads, aux trucs comme ça. Hein. Et c'est ceux qui auront le plus de cellules à tel endroit permettant de faire les associations doigts, mouvements, vue, palette qui vont survivre. Hein. On est tout le temps dans l'évolution permanente, l'évolution qui ne s'arrête jamais. L'évolution d'un monde en permanence, en mouvement. Le monde a commencé avec le Big Bang. On est sorti de la stabilité d'un Dieu endormi pour aller vers un monde en mouvement. Et quand le mouvement commence, le temps commence, mais rien n'est stable. Mais nous pouvons, dans ce milieu-là, vivre la relation à l'autre, car un monde uni qui ne fait qu'un n'a pas de mouvement et n'a pas de relation à l'autre. Voilà. On termine là-dessus? Bah, je pense. Hein. 47 minutes. Salut à tous, j'espère qu'on a parlé un peu du vieillissement, ça vous a intéressé. Michael D. Gundy, tu dis au revoir à tout le monde? Bah, au revoir. Au revoir. Et puis on te remercie encore d'expliquer des Avec choses. Quoi? un peu de chance, cette vidéo sera immortelle grâce à Internet. Voilà. On sera plus là qu'il y en a. Moi, je m'étais jamais dit que Louis de Funès, il pourrait mourir. Et... Voilà. Et on se dira, ah mince... on avait les messies qui étaient là, qui nous parlaient en direct, et on a les traces, c'était des gens très simples. Hein. Ils étaient comme nous, ils avaient simplement pris conscience de qui nous étions réellement. Et dans toute simplicité et humilité. Et camaraderie. Non? Oui, sûrement. Salut mon fidèle compagnon. Au revoir. À bientôt tout le monde.